Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je vais vous emmener entre autres en Suisse. Dans ce pays essentiellement connu pour son chocolat et ses banques, eh bien une fondation s'est donnée pour objectif l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Cette fondation s'appelle la Fondation Audier de psychophysique. Elle existe depuis 1992. Elle a été créée par Marcel Audier, qui est licencié en physique et docteur en mathématiques, ainsi que Monique Crémel, qui est professeur en sciences naturelles. Marcel Audier nous rejoindra dans quelques instants. Il est l'auteur du livre paru aux éditions Favre, livre qui s'intitule « Phénomènes insolites » avec comme sous-titre « Les étonnants pouvoirs de l'esprit ». Vous le savez, cette émission, c'est également la vôtre. Vous êtes ici chez vous. Vous allez pouvoir, dans la deuxième partie de cette émission, dans 1 heure à peu près, nous rapporter vos témoignages, vos vécus dans le domaine du paranormal. Si vous avez besoin d'être éclairé, d'avoir des réponses à vos questions, eh bien, nous vous écouterons avec Pierre Massias qui viendra nous rejoindre. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Louis. Alors, nous serons ensemble tout à l'heure pour écouter les témoignages, évidemment, de ceux et celles qui vont nous appeler au 0826 300 300. Mais d'abord, quelques nouvelles du site psyland.org où, visiblement, on télécharge... les téléchargements vont bon train, hein. Vont bon train, oui, tout à fait, dans tous les thèmes qu'on a abordés. Ouais. Ça se répartit assez bien. Et les gens viennent bien volontiers, reviennent. Il y a plusieurs retours au fil des jours. C'est bien fréquenté. Je pense que les gens apprécient, c'est d'avoir ces enregistrements à disposition. Voilà. Alors vous le savez donc sur ce site psyland.org, psyland.org, vous avez à votre disposition à télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006. Celle de ce soir évidemment sera en ligne dès demain matin, Pierre. Si on disait mardi. Mardi, ce serait bien, non, évidemment. Voilà, pour assurer. Oui. Tous les mardis, vous retrouvez les émissions. Avec un petit peu de chance avant, mais assurons un mardi. Mardi, vous allez avoir les émissions de ce week-end à disposition sur le site psyland.org. Donc, vous le savez, vos témoignages tout à l'heure, aux alentours de 23h05, 23h10, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler. Morad est au standard, il attend vos coups de fil. Au 0826 300 300, vous pouvez également intervenir par le biais des SMS sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre texte, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Mais d'abord, nous allons partir en Suisse. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. Marcel Audier, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission sur Sud Radio. Alors après avoir lu votre livre, fort passionnant du reste, il y a une question qui m'est venue à l'esprit très rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un doctorat en mathématiques. Bien, vous avez une licence en physique. Alors qu'est-ce qui fait qu'un scientifique de votre calibre, quelqu'un qui quand même a touché aux sciences dures, comme vous dites, se soit intéressé aux phénomènes paranormaux ? Écoutez, ça date d'il y a très longtemps. Disons, d'une manière plus générale, les questions philosophiques liées à la science. Oui. Quand j'ai fait mes études de physique et ensuite de mathématiques, je me suis toujours demandé s'il y avait un rapport entre la matière et l'esprit, entre la science et la psychologie. Et mon père, qui était lui-même aussi scientifique, enfin il était banquier, mais il avait fait des études de physique également, m'avait toujours dit « Ne mélange pas ces deux domaines, tu n'auras que confusion dans ton esprit ». Or ça, je ne l'ai au fond jamais admis. J'ai pensé que l'univers, que le monde était compact et cohérent, et qu'il ne pouvait pas y avoir deux aspects totalement différents et qui n'avaient aucune liaison entre eux.
Et par la suite, j'ai une carrière dans la banque. J'étais trop occupé pour m'occuper de cette question. Ouais. Et ce n'est qu'en reprenant ma retraite un peu prématurée à l'âge de 60 ans, parce que je désirais précisément voir les choses de plus près, que j'ai repris ce domaine. Mais j'avoue que la physique avait tellement évolué pendant ces 40 ans que je n'ai pas pu m'y remettre complètement. J'ai suivi un cours de relativité, mais la physique quantique, je ne l'ai au fond apprise que par les livres, notamment un livre très intéressant de Farabaud, et puis un autre auteur, je ne me souviens plus du nom, qui s'appelle Le Quantique des Quantiques. C'est pas mal, évidemment. Et qui est un très joli livre, très intéressant, que je recommande à tous ceux qui veulent un peu piocher dans ce domaine. Domaine complexe quand même et abstrait, hein. Il faut être assez solidement arrimé pour pouvoir réussir à bien entrer dedans, à pas perdre pied surtout. Oui, moi je ne suis pas entré dedans, mais ce qui m'intéressait, c'est au fond la philosophie qu'on pouvait tirer de ce domaine nouveau. Alors, Marcel Audier, je reprends une anecdote que j'ai trouvée très intéressante que vous relatez dans votre livre. Vous avez rencontré lors de vos études deux de vos professeurs à qui vous aviez expliqué votre intérêt pour ce domaine de recherche et finalement, ils vous ont posé une question que vous-même avez trouvée très pertinente. Que recherchez-vous ? Oui, c'est exact. Ce n'étaient pas des professeurs que j'avais eus. Oui. Parce que c'était 40 ans après, mes professeurs, je pense qu'ils étaient soit décédés, soit retirés. Oui. Mais ce sont deux professeurs à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à qui nous avons, je ne me rappelle plus en quelles conditions nous les avions contactés, mais ils m'ont posé en effet cette question, que cherchez-vous? Et ça a été un retour en arrière, de savoir pourquoi je m'intéressais à ces questions. Ouais. Et selon vous, la science actuellement rejette à tort l'étude des phénomènes paranormaux sous prétexte qu'ils n'existent pas, qu'ils ne font pas partie des sciences reconnues. Quelle est votre analyse à ce sujet? Vous le développez beaucoup dans votre livre d'ailleurs. Oui, je considère que la science n'est qu'une partie de la réalité et que l'autre partie, qui est précisément la question, disons, psychologique ou philosophique, n'est pas abordée par la science. Je dirais que beaucoup de chercheurs et de chercheurs reconnus internationalement se posent ces questions, mais quand ils sont relativement jeunes, ils n'osent pas les poser en public. Parce que, au fond, ça détruirait tout l'édifice scientifique qui a été bâti depuis 3 siècles. Il n'y a pas que ça. Je vous cite dans votre livre, vous dites ne confondons pas la nature, la réalité, avec les représentations que nous nous en faisons. La réalité est infiniment plus vaste et riche que les modèles que nous construisons pour la simuler. Or, en général, nous exerçons notre sagacité sur ces modèles et non pas sur la réalité elle-même. Là, vous mettez le doigt, je dirais, sur une carence énorme de la science moderne. Absolument. Absolument. Je ne peux guère dire plus, parce que c'est une carence, mais carence explicable, parce que l'inclusion de ces phénomènes psychiques et spirituels, disons, dans la science classique tout au moins, disons, détruirait la base même de cette science. C'est un peu différent actuellement avec précisément la physique quantique, parce que là, on reconnaît l'existence du hasard, qui n'était pas reconnu par Newton. Complètement. Ouais. Mais quand même, vous êtes en relation avec plusieurs scientifiques que vous rencontrez à l'occasion soit d'expériences, soit de rencontres fortuites, soit de conférences. Vous dites détruirez la base de la science actuelle. C'est vraiment l'impression qu'ils vous donnent quand vous leur en parlez. Ils ont vraiment ce haut le cœur, cette frayeur de remise en question. Au fond, pas ceux à qui je parlais,
Ouais. Parce que précisément ceux-là se posaient des questions un peu plus avancées que les questions matérialistes de la science actuelle. Mais certainement, je prends par exemple c'est le physicien Olivier Costa de Bourgard, qui vient de décéder d'ailleurs il y a 2-3 jours, à 96 ans. Je ne sais pas si c'est la physique qui l'a maintenu en vie aussi longtemps, mais jusqu'à il y a un mois, il avait l'esprit complètement clair. Ouais. Et il s'intéressait, lui connaissait la physique quantique beaucoup mieux que moi, c'était son métier. Mais il considérait que cette physique permettait ou même obligeait presque, là je ne le suis pas entièrement, obligeait au fond les gens à considérer que la télépathie, la clairvoyance et la précognition étaient impliquées dans cette nouvelle physique. Oui, c'est énorme, comme surtout venant de sa part. Oui. C'est effectivement très intéressant, mais il y a également peut-être cette histoire. Vous citez les zététiciens dans votre livre. On y reviendra d'ailleurs à propos de cette prime de 1 million de francs, hein, je crois, qu'ils avaient et qui est toujours en jeu d'ailleurs. Oui, je crois que c'est 200 000 euros actuellement. Oui, voilà. Enfin voilà. Cette attitude la qualifierez-vous de scientiste, voire même presque je dirais presque de racisme vis-à-vis de ceux qui s'intéressent au paranormal. Oui, je ne parlerai pas de racisme parce qu'on ne doit pas en parler. Ou de sectarisme. Mais sectarisme. Oui, c'est absolument le cas. Les zététistes ne peuvent pas admettre autre chose que ce qu'ils ont appris en science. Mais en tant que scientifique, vous-même, c'est quand même ce qui prévaut, ce qui est la base d'un scientifique tel qu'on se l'imagine, c'est la remise en question permanente et la curiosité. Absolument, mais tous les scientifiques ne se remettent pas en question. Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Ouais. Dans quelques minutes, nous allons faire une première pause, Marcel Audier. Dans quelques minutes, nous allons entrer plus avant dans votre livre et nous allons avec vous parler de phénomènes de télépathie ou ce que je qualifierais moi de rêve prémonitoire. Vous allez me dire dans quelle catégorie vous allez ranger le phénomène dont on va parler tout à l'heure. Nous parlerons également des clairvoyances, de la clairvoyance et puis de votre rencontre avec Maude Christen. Et puis, nous nous poserons la question de savoir si ces témoignages, si les témoignages que l'on recueille sont autant de preuves de l'existence de ces phénomènes. Je vous poserai la question tout à l'heure. Vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous apporter un commentaire, un témoignage. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Ou encore, vous pouvez me contacter par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Je serai avec grand plaisir votre porte-parole. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mon invité Marcel Audier, qui est l'auteur d'un livre aux éditions Favre qui s'intitule Phénomènes insolites. Le sous-titre, c'est Les étonnants pouvoirs de l'esprit. Marcel Audier, vous avez créé une fondation qui porte votre nom, la Fondation Audier de psychophysique. Pourquoi avoir créé cette fondation d'abord ? C'était sur le conseil de mon ami Gabriel Veraldi, qui est le secrétaire maintenant de cette fondation, oui. Qui m'a dit il faudrait faire ces recherches dans un cadre donné. Et alors nous avons créé la fondation et nous avons commencé les recherches, parce que je dois dire que vous m'auriez posé les mêmes questions il y a 20 ans, je vous aurais dit que tout ça c'était de la fumisterie. À ce point-là. Je n'y croyais absolument pas. Je savais dans mon subconscient qu'il y avait certainement un rapport entre l'esprit et la matière, mais je n'y croyais pas. Et après ma retraite, j'ai voulu le relancer dans les sciences, et que j'ai trouvé un peu trop dur, parce que j'étais un peu plus âgé que quand j'ai fait mes études. Ouais. Et j'ai été frappé de voir que certains scientifiques se posaient ces questions
et que certains ne considéraient pas du tout la télépathie ou la clairvoyance comme quelque chose d'impossible. Et alors je me suis plongé là-dedans, et puis c'est quand j'ai épousé ma femme qui avait vécu 30 ans en Afrique, et qui m'a dit, mais écoute, ces phénomènes, c'est des phénomènes qui existent. Et c'est là que nous avons décidé de créer un organisme, au fond, dans lequel nous pourrions faire ces études, ces recherches. Voilà un peu l'histoire de la Fondation. Vous vous êtes tourné dès le départ vers quel type de phénomène qui vous interrogeait plus que d'autres? Écoutez, le phénomène qui m'intéressait le plus, c'était la télépathie. Je ne pensais pas que c'était possible. Et alors, franchement, au départ, vous pensiez pas que c'était possible? Non, je ne pensais pas. Intéressant comme attitude. Il y a 20 ans, je pensais que c'était du hasard ou que c'était de la tricherie. Mais j'ai donc à ce moment-là monté un appareil électronique et qui permettait, enfin électronique et puis avec ordinateur, qui permettait de faire des recherches sur la télépathie sans du tout d'aléatoire, c'est-à-dire que je crois que je l'ai décrit d'ailleurs dans mon livre, il y avait un ordinateur qui était relié par une ligne téléphonique à un autre ordinateur, et sur le premier ordinateur, en tapant sur une touche, apparaissait un chiffre de 1 à 5. Exact. En grand. Et puis la personne, l'émetteur qui était en face de cet ordinateur, cherchait à transmettre ce chiffre au récepteur qui était parfois dans la même pièce, ensuite à une vingtaine de mètres et finalement à 80 kilomètres. Et c'est là qu'on a vu que les résultats ne pouvaient pas être dus au hasard. Ils n'étaient pas fiables 100% du tout. Mais quand on fait l'étude par la suite, parce que tout était enregistré, ce qui nous permettait de faire des analyses approfondies par la suite, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être dû au hasard. Donc il y avait quelque chose de réel. Et là, votre opinion première a été ébranlée et vous vous êtes dit, il y a quelque chose à gratter. Oui, absolument. Absolument, et c'est pour ça que je l'ai gratté. Depuis 1992, vous ne faites que ça, travailler sur ce type de phénomène. Vous relatez une anecdote. On en a parlé d'ailleurs lors de la préparation de cette émission ensemble au téléphone. Racontez-nous cette anecdote concernant une femme, une maman, qui vit en Afrique. Ça se passait en 1972. Et alors, rêve prémonitoire ou télépathie, c'est vous qui allez nous le dire. Mais il lui arrive une information. Elle a un rêve. Écoutez, je ne peux pas dire si c'est un rêve prémonitoire. Oui, ça l'est puisqu'elle a rêvé. Mais je précise que je ne connaissais pas cette personne qui est actuellement ma belle-mère, puisque je n'ai rencontré ma femme qu'en 89. Mais j'ai eu toute l'histoire racontée par mon beau-père, par ma femme et par elle-même. Je ne doute pas que ce soit exact. Alors, racontez-nous justement cette histoire. Eh bien, ma belle-mère a fait un rêve épouvantable une fois. Elle était à Bouaké, dans une ville donc de Côte d'Ivoire, où elle habitait. Et elle se réveille en disant à son mari, oh, j'ai Jean-Claude, qui était son fils, m'a dit dans ce rêve qu'il avait mal à la nuque, c'est épouvantable, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et alors mon beau-père a cherché à la calmer, et puis le lendemain matin, 11h, téléphone de l'ambassade de France, Jean-Claude était décédé, avec la nuque brisée. Donc, à votre avis, que s'est-il passé là? Ce qui s'est passé, je ne peux pas vous le dire, mais évidemment qu'il y a eu une communication entre mère et fils, par des moyens que nous ne connaissons pas, mais qui existent, puisque c'est le cas. Et on ne peut pas aller plus loin que cette constatation. On ne peut pas aller plus loin que cette constatation, non. Pas pour le moment, tout au moins.
Parlons maintenant d'une rencontre qui a été intéressante pour vous, visiblement, et nous avons eu le plaisir de la voir plusieurs fois sur cette antenne. Votre rencontre avec Maud Christen. Oui, et c'est par hasard, c'est un ami commun, Mario Varvoglis, qui est d'ailleurs actuellement le président de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Oui, tout à fait. Et qui nous avait parlé de Maud Christen, et comme nous étions intéressés, il nous a dit, je vous la fais rencontrer. Et alors, il nous l'a fait rencontrer à Paris, à un dîner, et c'est là que nous avons fait cette connaissance. Et elle a fait une ou deux expériences qui étaient assez curieuses. Et depuis lors, c'est devenu une amie. Et alors, vous racontez des anecdotes tout à fait intéressantes concernant ses capacités, parce qu'elle a de réelles capacités. Maud Christen, vraiment de clairvoyance, notamment concernant, alors là, ça vous a touché de près, concernant un chat. Oui, c'était un chat qui avait donc disparu. Et nous étions en croisière en Corse quand un téléphone nous avise que le chat a disparu. Et alors quand nous sommes revenus 8 jours après, nous avons cherché. J'ai été voir le long de la route parce que nous sommes à côté d'une route assez passante. J'ai été voir dans les fossés s'il y avait un chat, le cadavre d'un chat. Il n'y était pas. Et c'est là que ma femme a téléphoné à Maud. Et puis lui a dit, à propos, on a perdu notre chat, est-ce que tu vois quelque chose? Et elle lui a dit, mais il n'est pas mort, il est affolé, il est blessé, notamment à un œil, il n'est pas très loin de chez vous, mais il est affamé et il faudrait absolument que vous le retrouviez rapidement. Et on l'a cherché, on l'a pas trouvé, mais 2 jours après, un de mes petits-enfants me dit, tiens, il y a Poussy, c'était le nom du chat, de la chatte, et je l'ai vu dans la propriété à côté. Et nous avons été chercher dans cette propriété, et ma femme a, pour finir, pu prendre possession de ce chat qui était affolé et qui en effet avait une blessure à un œil. Et voilà l'histoire. Ouais. Et si mes souvenirs sont exacts, également Maud Christen avait précisé qu'il était dans une espèce d'armoire en béton très petite. Non, il y avait un socle en béton surmonté d'une cabane, d'une armoire un peu pourrie, à moitié pourrie. Et c'était vrai. C'était vrai. La seule chose qu'elle n'a pas vue, c'est que elle nous disait que la hauteur du coffre en béton était de 60 cm environ, et puis en fait, elle était d'1 mètre. Oui, enfin bon, on lui fera grâce de cette erreur finalement. Mais dites-moi, Marcel Audier, est-ce que vous avez eu la curiosité de monter une expérience avec Maud Christen? Oui, nous avons fait quelques expériences, mais comme elle habite Paris et nous Genève, c'est pas des expériences qu'on peut reproduire facilement. Oui. Or, dans tous ces domaines, c'est fluctuant. Ça marche ou ça ne marche pas. Et il faut faire un très grand nombre d'expériences pour pouvoir juger si le résultat peut être expliqué par le hasard ou s'il ne peut pas être expliqué par le hasard. Alors ça, c'était assez difficile. Mais nous avons fait quelques expériences avec Maud Christen, mais nous ne les mentionnons pas. Je ne les mentionne pas dans mon livre parce que elles n'ont pas pu être confirmées. Vous êtes très prudent dans ce domaine, hein? Écoutez, c'est un petit peu ma formation scientifique qui m'amène à être prudent. En revanche, en ce qui concerne ces témoignages que vous avez recueillis, quelques anecdotes que vous avez vous-même vécues de près, concernant soit les clairvoyances, soit ce rêve prémonitoire de votre belle-mère, est-ce que on peut considérer que tous ces témoignages, et bien d'autres, parce que d'autres scientifiques en ont relevé beaucoup, est-ce qu'on peut considérer ces témoignages comme étant finalement des preuves que ces phénomènes sont bel et bien réels? Une preuve, ça dépend. Si vous vous basez pour une preuve sur la certitude totale, je dirais non. Mais quand on voit que certaines expériences ont des résultats qui ne sont pas des résultats normaux
qui sont très biaisées par rapport au normal et qui toutes dans le même sens, on est bien obligé de conclure qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mmh. Mais ce ne sont pas des preuves de l'existence de ces phénomènes. Écoutez, si vous exigez la preuve de la reproductibilité absolue qui est exigée en science dure, non. Mais quand vous réussissez quelque chose 9 fois sur 10, vous admettrez que, alors que disons les chances a priori seraient que vous ne les réussissiez qu'une fois sur 10, il y a quelque chose d'anormal. Mais évidemment, trouver ce qui est anormal, c'est autre chose. Oui, et ça mérite au moins qu'on s'y intéresse. Là, on est d'accord. Absolument. Très bien. Oui. Marcel Audier, vous restez avec nous. Une nouvelle pause et on va se retrouver dans quelques minutes pour aborder un thème qui est très intéressant dans votre livre. Je veux parler de la télékinésie, c'est-à-dire la capacité de faire soit bouger un objet ou d'influer du moins sur cet objet uniquement par, alors je vais employer un terme impropre scientifiquement évidemment, mais uniquement par la force mentale. Et là, vous nous parlerez d'un personnage que vous connaissez bien, qui s'appelle Saha Ali Akbari, avec qui vous avez fait ces expériences notamment, et qui sont tout à fait passionnantes et étonnantes. Je rappelle, avant cette pause, que vous pouvez réécouter cette émission et toutes les émissions depuis avril 2006 des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, en vous rendant sur le site internet psylande.org. Vous avez toutes les émissions que vous pouvez soit écouter sur place, soit télécharger à votre convenance. Le site c'est psylande.org, psyland.org. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité ce soir, le directeur de la Fondation Audier, Marcel Audier, qui est docteur en mathématiques et licencié en physique. Marcel Audier qui est l'auteur également d'un livre aux éditions Favre qui s'intitule Phénomènes insolites, avec en sous-titre Les étonnants pouvoirs de l'esprit. Marcel Audier, parlez-nous d'abord, avant de nous parler des expériences que vous avez menées avec lui et de ses capacités, du personnage lui-même qui s'appelle Saha Ali Akbari. Oui, nous l'avons rencontré une fois dans une foire et nous avons fait connaissance et il nous a fait quelques démonstrations assez curieuses de ses pouvoirs. Et puis ensuite, alors, dans le cadre de notre fondation, nous l'avons fait venir chez nous, à Genève, parce qu'il habitait Berne, et il est venu assez régulièrement pour faire différentes expériences. De quel ordre étaient ces démonstrations qui vous ont piqué votre curiosité? Oh, c'était des démonstrations un peu de foire. Je ne sais pas si elles étaient truquées ou pas, mais par exemple, il conduisait une automobile avec un bandeau sur les yeux qui ne lui permettait pas de voir quoi que ce soit. Alors, mais ça, écoutez, je n'en parle pas dans mon livre parce que je ne sais pas si c'est tout à fait véridique. Alors, en revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez décidé de mener une série d'expériences avec ce monsieur, et parlez-nous des phénomènes de télékinésie qui se sont produits sous vos yeux, à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, enfin à 2 reprises. Mais la première n'était pas du tout une expérience que nous avions planifiée. C'est par hasard, après le déjeuner, il prenait toujours du thé alors que nous prenions notre café, et tout d'un coup il nous a dit je vais faire bouger cette cuillère. Alors ma femme m'a dit va chercher ta caméra. Alors je lui ai dit écoute, à d'autres parce qu'il ne se passera rien du tout. Et puis en fait il s'est concentré sur la cuillère, une cuillère qu'il avait posée sur notre table mais qui était notre cuillère, c'était pas du matériel qu'il avait lui-même apporté. Et puis, au bout de 5 minutes de concentration, la cuillère a tourné d'environ 30 degrés. Oui, quand même. Oui, elle a tourné de 30 degrés au bout d'à peu près 5 minutes. Et il était très fatigué, et il nous a dit, je ne peux pas recommencer actuellement, je suis trop fatigué. Et nous avons discuté pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, il nous a dit, écoutez, je suis d'accord de refaire une expérience. Et là, ma femme a posé sur la table elle-même
la cuillère, il n'a pas touché. C'était une cuillère plus petite d'ailleurs, plus légère, de façon à ce qu'elle puisse se bouger plus facilement. Ouais. Et puis il s'est concentré et nous étions, ma femme, moi et Monsieur Veraldi, à regarder s'il touchait la cuillère et il ne l'a pas touché. Et au bout d'un moment, elle a tourné d'environ aussi 30 degrés et quelques secondes après, elle est partie de la table. C'est-à-dire ? Elle a quitté la table, elle est partie, elle est tombée par terre et en regardant la distance à laquelle elle est tombée, j'ai pu calculer qu'elle était partie à environ 50 km à l'heure. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable, et moi je dois dire que ça a été un choc pour moi, parce que je n'y croyais pas du tout. Mais je précise encore que la deuxième expérience, alors là j'ai été chercher ma caméra, et je l'ai filmée, mais c'est des anciens films, c'est assez mauvais comme séquence, mais enfin, on voit la cuillère non pas tomber parce que elle n'était pas dans le champ de la caméra, mais quitter la table. Et enfin, là, vous nous avez dit en une phrase ce que vous aviez ressenti, mais la sensation, le sentiment que ça a procuré, je dirais plutôt le sentiment, ça vous a bousculé vraiment quand vous avez vu cette chose se produire sous vos yeux? Ah, ça m'a bousculé. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Je savais par mes lectures que ça devait être possible, mais comme je le dis dans mon livre, je n'y croyais pas. Et donc vous avez ressenti ce qu'un scientifique ressent quand ça met à mal ses fondations, quoi, ses fondations intellectuelles, je dirais. Ah, c'est épouvantable. Parce qu'alors tout s'écroule, tout ce que vous avez appris, toute votre philosophie du monde s'écroule. Jusqu'à ce que vous ayez admis ce phénomène, et puis que vous ayez réalisé qu'il fallait voir le monde un peu différemment. Et dans quel état, après cette production de phénomènes, était Saali Akbari? Il était enchanté parce qu'il n'avait jamais essayé réellement. Il n'avait jamais réussi en tout cas. C'était la première fois qu'il arrivait à de pareils résultats. Et était-il épuisé, nerveusement tendu? Enfin, comment était-il? Il était épuisé. Et après l'expérience, ma femme a mesuré sa fréquence cardiaque. Il était à 120, alors que normalement il est dans les 60, 70, 80. Et puis sa tension était aussi, je crois, plus élevée. Comme s'il avait fourni un effort physique très violent, quoi. Oui. Et est-ce que vous avez, donc là vous nous avez parlé de cette petite cuillère, hein, oui. Est-ce que vous avez été, j'imagine que, enfin moi c'est ce que j'aurais fait, curieux de retenter l'expérience? Nous n'avons pas retenté l'expérience avec la cuillère, mais parce que j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit vous devriez faire ça sous une protection. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas toucher la cuillère. Parce que un précipitateur auquel je m'étais adressé pour avoir une explication m'a dit c'est certainement des fils invisibles. Et il vous a montré le tour d'ailleurs, qui vous a bluffé, vous, hein? Non, ça c'était plus tard. D'accord. Alors plus tard, 1 ou 2 ans après, où des scientifiques de l'école polytechnique fédérale m'avaient amené un précipitateur qui m'avait montré des fils invisibles qui, en fait, on ne voyait rien. Il tenait quelque chose en l'air sous ses mains et on ne voyait absolument pas les fils. Alors, revenons à cette expérience avec ce stylo. Décrivez-nous l'expérience d'ailleurs. Oui, alors ça c'est 6 mois plus tard. Parce que entre-temps, nous avions fait un certain nombre d'expériences qui n'avaient pas marché. Et puis, j'avais fait construire une table. J'avais construit moi-même une table en verre de façon à ce qu'on puisse absolument tout voir. Et puis, un quadrillage de façon à ce qu'on puisse repérer les éventuels mouvements des objets qu'on mettait sur cette table. Et puis, le tout était recouvert. On mettait dessus un couvercle en plexiglas. D'accord. Donc là, vraiment rigoureux. Alors là, c'était rigoureux. Et là, nous avons, au bout de 6 mois, il a réussi à faire bouger sous ce
couvercle en plexiglas, à faire tourner un crayon, un stylo sur lui-même. Et c'est de nouveau filmé. Oui. J'avais 3 caméras à ce moment-là parce que, disons, j'avais tout préparé d'avance. Oui, là. bah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Et donc, ce stylo a tourné, c'est-à-dire il a fait un tour sur lui-même, il a pivoté. Oui, non, il a fait un tour sur lui-même. Ouais. Donc si vous posez un stylo et puis que vous le faites bouger, il est arrêté par l'appareil là qui permet de mettre dans une poche, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, le capuchon du. Oui, le capuchon, si vous voulez, oui. Du stylo bic, hein, c'est voilà. ça. Ah oui, d'accord. Et alors, ça, vous l'avez filmé? Oui, ça je l'ai filmé aussi. Alors, quelle sensation? Ben écoutez, là, disons que la sensation, c'était une confirmation de ce que j'avais vu. Ouais. Mais pour moi, ce n'était plus une révolution. Une satisfaction d'avoir filmé un moment aussi important que ça, quand même. Ah oui. Et là, les films sont pas trop mauvais. Et vous l'avez évidemment montré à d'autres scientifiques. Alors, j'ai montré à d'autres scientifiques. Oui. Les réactions sont selon leur philosophie. S'ils sont matérialistes, ils n'y croient pas. Oui. Et ceux qui ont l'esprit ouvert, eh bien, ils se disent, il y a quelque chose là de nouveau à chercher. Mais quand vous dites matérialiste, il n'y croit pas. Il y a quand même des précautions que vous avez prises et qui sont incontestables malgré tout. Je veux dire, là, c'est pas un prestidigitateur. Non. Alors, le prestidigitateur que nous avons eu par la suite, il n'a pas donné d'explication à cette expérience sous un couvercle de plexiglas. Ouais. Là, il a dit, ça, je sais pas. Ce qui est quand même intéressant. Et votre analyse à vous de ce que vous avez vu, parce que vous êtes un scientifique, donc vous avez dû vous poser des questions du comment ça pouvait se produire, évidemment, parce que c'est ça l'intérêt. Oui, c'est ça l'intérêt, mais vous savez, je n'ai pas d'explication, je n'ai que des hypothèses. Et je pense, il y a une force de l'esprit qui peut se manifester, même par des mouvements d'objets. Ça, c'est certainement possible. D'ailleurs, des expériences de poltergeist, dont je parle aussi dans mon livre, mais que nous n'avons pas réalisé nous-mêmes, mais enfin, c'est assez connu. Il y a eu même des enquêtes des gendarmeries en France. Notamment. Oui, tout à fait, oui. Les esprits frappeurs, tout ça, oui, effectivement. Marcel Audier, une pause à nouveau. On va se retrouver dans quelques instants pour revenir quand même sur les critères qui font que une expérience a plus de chances de réussir qu'une autre, parce que vous vous êtes penché là-dessus, et puis vous nous raconterez également les expériences de télépathie que vous avez montées avec Saha Ali Akbari et Gabriel Veraldi. Vous avez monté des expériences de télépathie qui sont tout à fait intéressantes. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Marcel Audier, qui est avec nous en direct depuis la Suisse. Marcel Audier, vous êtes l'auteur de Phénomènes insolites. Le livre qui porte ce titre est paru aux éditions Favre. Pourquoi avoir publié pas pourquoi avoir publié ce livre, mais plutôt qui voulez-vous que ce livre touche ? Écoutez, j'espère qu'il touchera un certain nombre de personnes, parce que ce sont quand même des phénomènes qui sont à l'ordre du jour. Les gens s'intéressent en général à ce qui est un peu surnaturel. Oui. Et j'espère que des personnes le liront et peut-être me communiqueront des expériences qu'ils ont faites eux-mêmes. Qu'ils ont vécu, vous voulez dire? Qu'ils ont vécu, oui, ou je viens de recevoir d'ailleurs une lettre d'une personne qui a fait des expériences du même genre et qui a demandé il y a 2 ou 3 jours de prendre contact avec moi. Et probablement que nous allons faire des expériences avec lui parce qu'il paraît assez... C'est aussi un scientifique d'ailleurs. Oui. Et des expériences dans quel domaine, si ça n'est pas indiscret? Et dans le domaine, un peu tous ces domaines de télépathie, clairvoyance, il n'a pas parlé de télékinésie. Oui. Alors, justement, quels sont, selon vous,
les critères ou les modalités pour monter une expérience afin d'étudier un phénomène psy? Bon, écoutez, tous les phénomènes psy ne peuvent pas être expérimentés comme je l'ai fait. J'ai donc monté un système par ordinateur, avec 2 ordinateurs, et qui permettait de tester la télépathie et qui permettait également de tester la clairvoyance. Oui. Il y a, dites-vous également, des conditions mentales requises. Qu'entendez-vous par là? Ah, bien écoutez, premièrement, si on ne croit pas, si on n'estime pas que ces phénomènes sont possibles, il n'y a aucune chance qu'ils se réalisent. Il faut que la personne ait confiance en lui et admette que ces phénomènes sont possibles. Parce que les personnes qui ne croient pas pouvoir faire quelque chose n'y arrivent en général pas. Et c'est également valable pour les phénomènes psychiques. Là, vous parlez de du scientifique qui va monter l'expérience de son équipe? Le scientifique ou même le sujet. Parce que le sujet, à certains moments, ne croit pas certaines choses possibles. Par exemple, nous avons fait des expériences de clairvoyance. Le sujet devait voir un des chiffres de 1 à 5 depuis Berne sur l'ordinateur qui était dans mon bureau à Genève. Eh bien, il ne croyait pas que c'est possible et il n'a pas pu réaliser de score intéressant. Ouais. À 20 mètres de distance, dans 2 pièces distinctes chez moi, il ne croyait pas que c'était possible. Et puis, tout d'un coup, il a eu un résultat surprenant de 16 réponses justes sur 30, parce que mes expériences étaient basées sur 30 tests. Et tout d'un coup, il a eu un 16, et ensuite, et ça a été beaucoup mieux. Il faut que l'élément psychologique soit présent, un élément positif psychologique. Ouais. Et alors, racontez-nous, vous l'avez un petit peu abordé, les expériences justement que vous avez montées avec d'un côté Saha Ali Akbari, sur la télépathie, évidemment, oui. Et puis Gabriel Veraldi qui lui était le récepteur, et non, l'émetteur. L'émetteur. Gabriel Veraldi était l'émetteur et Saha Ali Akbari était le récepteur, voilà. C'est ça. Alors. Et Gabriel Veraldi habitait au-dessus de Montreux. Donc près de Lausanne, oui. Et Ali Akbari était à Berne. Combien de distance le tout de combien de kilomètres? Je crois qu'il y a environ 80 kilomètres de distance. Oui, ce qui est tout à fait raisonnable. Oui. Et alors les 2 ordinateurs étaient reliés par la seule ligne téléphonique qu'ils avaient l'un et l'autre, donc il n'y avait aucun moyen de communication. D'ailleurs, Gabriel Veraldi et notre secrétaire, ils ne cherchent pas à contourner les exigences que nous, scientifiques et méthodiques, que nous avons décidées. Oui. Et alors, donc je reprends peut-être parce qu'on l'a déjà vu. Donc, Monsieur Veraldi, chez lui, appuyait sur une touche de son ordinateur et au hasard, il y avait un chiffre de 1 à 5 qui apparaissait en grand. Il cherchait à communiquer ce chiffre par télépathie à Monsieur Ali Akbari à Berne, et Monsieur Ali Akbari tapait sur son ordinateur le chiffre qu'il pensait percevoir. Et en fait, les chances normales, comme il y avait 5 chiffres, c'était 20%. Et dans les bonnes séries, il a réalisé jusqu'à 30%. 30%, c'est-à-dire de réponses justes au lieu de 20. Ouais. Et suivant le nombre de tests effectués, on peut calculer quelle est la probabilité que le résultat soit dû au hasard. Il y a toujours une possibilité que ce soit dû au hasard, mais quand elle est 1 sur 10 000 ou 1 sur 1 million, je pense qu'on peut franchir le pas en disant que c'est réel. Et il y a eu des évolutions, parce que ça ne s'est pas passé, ces tests sur 1 ou 2 journées, évidemment. Les expériences avec M. Ali Akbari sont passées sur à peu près 2 ans. Oui.
Et il y a eu une évolution au cours de ces 2 ans. Est-ce que vous avez constaté des pics, des creux? Oui. Ah oui, je le détaille dans mon livre d'ailleurs. Il y a eu des époques où ça marchait très bien, où vraiment il percevait, on sentait qu'il y avait une communication dont nous ignorons la nature entre M. Veraldi et M. Aliakbari. Ouais. Et puis à d'autres moments, ça n'allait pas bien. Et pendant les 6 premières semaines, c'était en 1992, sauf erreur. Pendant les 6 premières semaines, ça a très bien marché, puis tout d'un coup, c'était à peu près comme le hasard l'aurait voulu. Et alors, nous avons fait venir Aliakbari à Genève. Nous avons refait des expériences dans la même pièce, avec 2 ordinateurs qui ne se voyaient pas, et pour lui redonner confiance. Et on a discuté tranquillement, et il est reparti à nouveau motivé, et ça a de nouveau marché très bien pendant un certain nombre de semaines. Donc on comprend bien que le facteur psychologique de mise en confiance est déterminant dans ce genre d'expérience. Absolument, absolument. Et alors, vous avez l'intention de publier des résultats, parce que là c'est quand même intéressant comme expérience. Écoutez, les résultats, je les ai au fond publiés dans mon livre. Oui. Mais vous savez bien que la communauté scientifique demande des publications scientifiques, vous savez. Oui, mais écoutez, là je ne suis plus un scientifique à mon âge. Comme j'ai bientôt 90. Il n'y a pas d'âge, enfin, monsieur Audier. Oui, mais enfin j'ai bientôt 90 ans. Et alors, je dois dire que je ne me mêle pas de faire des publications scientifiques. Revenons à votre livre. Vous avez parlé, évidemment, vous êtes allé un peu plus loin que l'être humain et vous êtes intéressé à d'autres expériences qui ont été réalisées, notamment les animaux et l'expérience du docteur Péoc. Oui. Avec notamment les lapins. Dites-nous en 2 mots, parce que ça c'est intéressant dans le phénomène de télépathie. Oui, alors ça c'est... je ne sais pas si c'est... Oui, enfin c'est télépathie, c'est une transmission de pensée ou de désir. Ouais. Mais Monsieur Péoc a commencé avec des poussins. Exact. D'ailleurs, il a fait une thèse sur ce sujet. Oui. Donc il y a pas mal d'années. Et puis il a commencé avec des poussins, utilisant le phénomène de Lorentz qui a dit que le poussin qui naît, il s'attache à la première, normalement à la poule, à sa mère. Oui. Mais si on lui met, au lieu de sa mère, on lui met un appareil qui bouge, il s'attache à cet appareil. Oui, ce qu'on appelle le phénomène d'imprégnation, je crois. Voilà, c'est ça? l'imprégnation. Oui, oui. Et alors, Monsieur Péoc a fait des expériences, et au bout d'un certain temps, lorsque le poussin était bien habitué au ticoscope, il a mis le poussin dans une cage, à côté du ticoscope. Et le ticoscope qui bougeait sur une aire déterminée, en moyenne, s'est plutôt rapproché du poussin. Ouais. Ce qui veut dire que le poussin avait la capacité, peut-être inconsciente, mais d'attirer, entre guillemets, ce qu'il croyait être sa mère vers lui, quoi. Écoutez, c'est la conclusion qu'on doit en tirer. Et puis ensuite, il a fait l'expérience avec des lapins. Ouais. Parce que le lapin a, paraît-il, extrêmement peur du feu. Et alors, il mettait sur le ticoscope une bougie allumée. Ouais. Et les résultats, c'est que le ticoscope, en moyenne, s'éloignait plutôt du lapin, alors qu'il se rapprochait du poussin. Ouais. C'est-à-dire que le lapin voulait éloigner cette chose qui lui faisait peur. Oui, enfin c'est l'interprétation qu'on doit faire, mais enfin comment, c'est assez curieux. Donc, à travers les expériences de télépathie que vous avez menées et les expériences du docteur Péoc que vous venez de nous dire, de nous relater, on doit comprendre que donc, si on veut étudier les phénomènes psy en laboratoire, on étudie en fait que des micro-phénomènes, c'est ça, pas des phénomènes spectaculaires, par exemple. Écoutez, il y a des phénomènes spectaculaires qui ont été faits à Princeton. Il y a une photo d'ailleurs dans mon livre des boules de polyester qui tombent sur des clous en quinconce.
Oui. C'est un appareil qu'ils ont fabriqué, je crois. C'est un appareil qu'ils ont fabriqué et que nous avons vu, parce que nous avons été plusieurs fois voir le professeur Jan, qui a un laboratoire à Princeton, qui étudie les anomalies. Le laboratoire s'appelle le PEAR, P-E-A-R, Princeton Engineering Anomalies Research. Et là, ça consiste, c'est une cascade, hein, cascade de billes qui tombent. Et que de billes qui tombent, et c'est sur un espace de d'1,50 m sur 2 mètres à peu près. Je ne me rappelle plus les dimensions exactes. Ouais. Donc ça, c'est en grand. Et la personne qui est devant doit se concentrer pour faire tomber les billes d'un côté plus que de l'autre, hein, c'est ça, si je me souviens bien. C'est ça. Mais de nouveau, il faut faire un très grand nombre d'expériences pour qu'on puisse tirer des conclusions valables. Et alors, vous êtes allé encore plus loin, c'est-à-dire après les animaux, vous nous dites dans votre livre que les plantes aussi auraient ce genre de capacité. Oui, c'était le professeur Costa de Bourgard, donc qui vient de décéder, qui m'avait dit, mais puisque les animaux peuvent influencer un générateur de nombres aléatoires, pourquoi les plantes ne pourraient-elles pas? Je n'ai pas pris ça très au sérieux au début, puis au bout de quelques mois, j'ai décidé de construire l'appareil nécessaire et nous avons fait des expériences avec des plantes. Alors, en quoi on consistait ces expériences? Racontez-nous ça. Alors, on avait une plante, notamment des hibiscus, qui ont assez bien marché, qui étaient éclairés aléatoirement par une lampe au-dessus. Et alors, on regardait si la répartition entre les périodes où la lampe n'était pas allumée et celles où elle était allumée, donc lumière ou nuit, on regardait si le rapport entre les deux. Et normalement, l'ordinateur était réglé pour avoir 50%, 50%. Et puis, on a constaté, curieusement, que lors de la floraison des plantes, des hibiscus, plusieurs hibiscus ont donné des résultats où il y avait beaucoup plus de lumière éteinte que de lumière allumée, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Oui, on aurait pu penser le contraire, effectivement. Oui. Exactement. Et alors là, nous avons eu une explication possible d'un professeur à Genève de biologie végétale qui nous a dit que la floraison fatiguait les plantes et que, au fond, elle raccourcissait leur vie. Alors, est-ce que les plantes essaieraient, comme les hommes, de vivre aussi longtemps que possible? C'est-à-dire en étant plongées plus souvent dans la nuit que dans la lumière. Voilà. Et alors, est-ce que, selon vous, vous avez obtenu quand même des résultats significatifs, donc qui tendraient à laisser penser que la plante avait une influence sur cet ordinateur qui pouvait allumer et éteindre sa propre lumière? Écoutez, pour être très franc, il y a eu 50 expériences faites, soit en Amérique, soit chez nous et au laboratoire de biologie végétale à Genève. Sur les 50, il n'y en a eu que 4 qui ont été vraiment positives. Positive, c'est-à-dire dans le sens où on pense que c'est la plante qui a influé. Oui, où on pense que la plante qui n'a pas désiré de lumière pendant la floraison. Mais il y en a seulement 4, il faudrait en avoir 20 ou 30 pour pouvoir dire que c'est un fait scientifique. Il faut être très prudent. Et les plantes sont également, j'ai trouvé ça intéressant dans votre livre, sensibles à la musique. Oui, alors ça, nous l'avons pas vu nous-mêmes. Un peu. Oui. Oui, je le cite, en effet. Nous allons faire une nouvelle pause, Marcel Audier, et on va se retrouver pour parler. Alors là, on a discuté de tout ce qui était vivant, entre guillemets. Mais il y a des choses qui ne le sont pas vivantes, comme des trains électriques, par exemple, enfin des mécanismes qui, par essence, n'ont pas de vie propre. Eh bien là, il se passe des choses étonnantes et vous nous parlerez des expériences du professeur Hagel
Vous allez voir que avec un train électrique, on peut avoir des résultats qui peuvent bousculer la science et la philosophie. Restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de mon invité ce soir, Marcel Audier, auteur d'un livre paru aux éditions Favre. Le titre de ce livre, Phénomènes insolites, avec donc en sous-titre les étonnants pouvoirs de l'esprit. Marcel Audier, juste avant que nous nous accordions cette pause, je parlais des expériences du professeur Hagel. Bien. D'abord, décrivez-nous qui est ce professeur Hagel. Le professeur Hagel est d'origine autrichienne. Il a travaillé au CERN à Genève pendant quelques années. Ensuite, il a été professeur, je crois, à Madère de physique. Et puis, il est revenu à Genève. Et il s'intéressait à savoir si les mécanismes pouvaient éviter des accidents. Il avait été assez impressionné par un accident de chemin de fer en Allemagne il y a quelques années. Je pense que vous vous en souvenez, un accident qui a occasionné un certain nombre de morts. Et il se demandait, est-ce que les machines peuvent avoir une influence sur le hasard? Et alors, il a fait cette expérience avec un petit train. Un petit train électrique. Un petit train électrique, enfin le train, c'était uniquement la locomotive. Oui, d'accord. Oui. Le train, le jouet, quoi. Enfin, oui, le jouet. La maquette, oui. Oui. Et alors, il a obtenu des résultats assez curieux. En quoi consiste l'expérience? L'expérience consistait, il y avait un circuit avec deux possibilités. Il y avait un raccourci dans le circuit, et puis la voie normale, qui était commandée électriquement par un aiguillage, donc, et si l'ordinateur tirait au hasard un 0 ou un 1, l'aiguillage conduisait la locomotive à droite ou à gauche. D'accord. Et alors, donc tout ça était censé être aléatoire, hein? C'était aléatoire. C'était aléatoire. Oui. D'accord. Bien. Et alors, il a mis sur le raccourci un système qui faisait que la locomotive s'arrêtait, repartait un peu en arrière et repartait en avant. Donc, il y avait une certaine contrainte pour la locomotive. Et c'est assez curieux parce que tout était réglé pour avoir 50% de 1 et 50% de 0, et il y avait plus de 1 ou de 0, suivant lequel on choisissait, pour la voie normale, où il n'y avait pas de contrainte, où la locomotive pouvait aller sans avoir à changer de direction. Attendez, vous êtes en train de nous dire que au départ, ça aurait dû être 50-50. Au départ, ça aurait dû être 50-50. D'accord. Et là, au final, il s'est aperçu que la locomotive allait beaucoup plus souvent sur la voie où elle n'avait pas ce petit aller-retour à faire. Elle allait beaucoup plus sur cette voie-là que sur l'autre. Oui, enfin beaucoup plus, disons plus. Oui. Parce que ce n'est qu'en recommençant plusieurs dizaines de fois cette expérience qu'on peut tirer des conclusions. Bien sûr. On ne peut pas tirer des conclusions pour une seule expérience. Oui, ça je suis d'accord. Oui. Et est-ce que vous avez refait cette expérience? Oui, j'ai refait cette expérience et à l'insu du professeur Hagel. Mais j'avais pris une autre marque de locomotive et un autre système. Et j'ai obtenu sur 4 expériences il y avait 10 000 tests. Donc sur 40 000 tests, j'avais obtenu des résultats qui étaient dans le même sens que ceux du professeur Hagel, mais qui n'étaient pas significatifs. On appelle significatif un résultat qui a plus que tant et tant de pourcents de chance qui a moins de tant et tant de pourcents de chance d'être dû au hasard. En général, c'est 5%, mais enfin, il y a des gens qui veulent obtenir seulement 1% de chance que le résultat soit dû au hasard. Et j'en ai obtenu, donc, mais ce n'était pas significatif pour moi, mais c'était dans le même sens que le professeur Hagel. Et malheureusement, mon système, j'avais des locomotives qui ne supportaient pas environ 10 000 changements de direction par 24 heures. Lâché par le matériel. J'ai été lâché par le matériel, et alors j'ai dû faire ensuite, j'ai pris le même système que le professeur Hagel, et j'ai obtenu de bons résultats, mais je n'ai pas
poursuivi très longtemps, parce que vous savez, c'est assez fatigant. Ça doit marcher pendant un jour, et puis ensuite on doit huiler la locomotive, c'est astreignant. Oui. Et est-ce qu'il existe dans ce même type d'expérience d'autres systèmes comme ça qui ont été inventés pour tester si des machines avaient une influence sur leur entourage? Eh bien, écoutez, c'est précisément le professeur Jan à Princeton qui avait monté son laboratoire pour tester des cas semblables. Il en a testé, mais nous avons fait d'autres expériences avec le professeur Hagel qui ont donné des résultats curieux mais pas assez cohérents pour tirer des conclusions valables. Mais je suis en train de refaire l'expérience genre train, mais avec du matériel beaucoup plus pratique. Et j'espère que d'ici quelques mois, je pourrai donner des résultats. Et les expériences que vous avez faites avec le professeur Hagel, c'était aussi sur des petits trains, comme ça, avec des trains électriques ou d'autres Non, nous avons fait d'autres expériences. Il y avait avec des survoltages de projecteurs, mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné, en tout cas, c'était curieux comme résultat. C'était pas des résultats normaux, mais qui étaient parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Il y a quelque chose là qui ne jouait pas. Marcel Audier, quand même, après ce que vous venez de nous dire, il y a des questions intéressantes qui se posent. Il y a des pistes, je dirais, intellectuelles et philosophiques qui s'ouvrent, qui sont intéressantes, parce que au départ, mais au départ, une machine inerte n'est pas censée avoir une influence quelconque sur son environnement, et encore moins sur sa marche à suivre. Non, mais il y a, je le cite dans mon livre d'ailleurs, il y a un professeur de biologie, sauf erreur canadien, qui a écrit un article assez intéressant sur les machines, et il disait, si on laisse une certaine liberté aux machines, ce qu'on ne fait pas en général, parce qu'on demande d'une machine, au contraire, qu'elle soit absolument fiable. Mais si on leur laisse, par certains procédés, une sorte de liberté pour pouvoir choisir quelque chose, il n'est pas exclu, disait-il, que ces machines montrent que les résultats soient surprenants. Ce qui est osé quand même comme hypothèse. C'est très osé. Je ne peux pas dire, je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus. Pour le moment. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la faculté psy ou le psy en règle générale peut être un principe universel comme la gravitation par exemple? Oui, je pense que ça peut être un principe universel parce que j'imagine qu'il y a justement des ondes, on ne sait pas si ce sont des ondes électromagnétiques ou d'une nature qu'on ne connaît pas encore, qui circulent par exemple dans la télépathie entre un cerveau et un autre cerveau. Vous vous êtes penché sur les différentes hypothèses de travail. Oui. Quelles sont-elles selon vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe? Écoutez, personnellement, je pense que l'esprit existe dans un monde qui n'est pas le monde à 3 dimensions, plus le temps que nous voyons dans la vie courante. Et je me base là-dessus sur une expérience que je relate aussi dans mon livre, que nous n'avons pas faite nous-mêmes, mais qui est l'expérience, le fameux paradoxe EPR, qui a été posé en 1935, je crois, par Einstein, et puis Podolsky, et puis EPR, et R, je ne me rappelle plus quel nom, et où il disait que c'était impossible qu'il y ait des informations qui passent d'un endroit à l'autre plus vite que la lumière. C'était Rossi, je crois, le troisième. Oui, quelque chose comme ça. Einstein, Podolsky, Rossi. Voilà. Oui. Eh bien, donc, un physicien français, Alain Aspect, en 1982, a prouvé que c'était possible. Il a fait des expériences où 2 photons se communiquaient une information plus vite que la lumière.
pratiquement instantanément. Et le professeur Gisin, avec lequel nous avons d'ailleurs travaillé à l'université de Genève, il est professeur de physique appliquée, a fait des expériences non pas dans un laboratoire à 10 mètres ou 20 mètres comme Aspect, mais à 10 kilomètres, entre deux villages situés près de Genève. Et à 10 kilomètres, il a pu mesurer que l'information passait d'un photon à l'autre à une vitesse au moins 1 million de fois supérieure à celle de la lumière. Et alors je lui ai demandé, mais est-ce que vous excluez que ce soit instantané? Et il m'a dit non, parce que c'est l'instantanéité est dans notre marge d'erreur. Ce qui est étonnant quand même, c'est que deux photons à 10 km de distance puissent se transmettre des informations de manière instantanée ou quasi instantanée. Mais ça c'est admis par les scientifiques. Mais alors je me dis, donc il y a quelque chose qui, disons un univers où les distances n'existent pas. Et je me demande si ce n'est pas l'univers dans lequel nous pouvons mettre la pensée, l'esprit. Ce serait donc une autre dimension que notre cerveau, nos sens ne peuvent pas appréhender pour le moment. Voilà, exactement. Où nos sens ne peuvent appréhender qu'un espace à 3 dimensions, plus un temps qu'il appréhende de manière indépendante de l'espace. Or, dans la relativité, le temps n'est pas indépendant de l'espace. Donc il y a déjà là quelque chose qui ne colle pas avec la manière dont nous voyons le monde. Et là, ce sont vraiment là, on rentre dans le domaine de la physique quantique finalement. Ce sont des pistes de recherche tout à fait sérieuses et intéressantes sur lesquelles bossent de grands scientifiques. Absolument, oui. Vous avez, de manière très humoristique d'ailleurs, je trouve, à la fin de votre livre, envisagé les applications industrielles possibles. Oui, les applications commerciales, mais enfin, oui. Oui, je trouve ça amusant parce que ça peut être finalement des pistes, pas pour maintenant ni pour demain, mais peut-être que nos arrière-petits-enfants pourront les voir. Eh bien, écoutez, oui, mais je trouve que ça peut être pour aujourd'hui ou pour demain, parce que ces expériences, si vous faites des petits appareils pour tester ces facultés, on pourra voir si ces facultés peuvent être perfectionnées. Est-ce que c'est un don qu'ont certaines personnes et pas d'autres? Est-ce que ce don, ils peuvent l'améliorer? Est-ce que des personnes qui ne croient pas avoir un don peuvent, disons, le développer? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir sur la base de ces quelques applications que je cite. Alors, vous parlez, essayons de trouver, dites-nous quelle application vous avez trouvé pour ce qu'on appelle la micro-PK, c'est-à-dire la télékinésie, mais de manière microscopique. Écoutez, je ne me souviens plus, est-ce que j'en ai trouvé une? Des régulateurs de température ou d'humidité. Ah oui, oui, alors ça c'était parfaitement. Oui, mais je suis assez sceptique parce que l'expérience que nous avons faite avec les plantes, où nous nous apercevons que, au fond, les plantes ne voudraient pas de lumière lorsqu'elles fleurissent, je ne sais pas si on doit les laisser choisir elles-mêmes leurs conditions d'existence. C'est vrai. Mais peut-être que pour l'eau, ce serait pas mal, pour leur propre humidité. Comme ça, elles s'arrosent quand elles veulent. Oui, mais peut-être qu'elles s'arrosent à mauvais escient. Ça, on ne le sait pas. Ah oui, ça c'est un autre problème. On ne connaît pas la mentalité des plantes. Voilà, exactement. Oui, mais enfin, c'est amusant, je trouve. Et c'est une expérience tout à fait intéressante à faire. Oui, absolument. Qui plus est, sérieusement, là, je parle, c'est vrai. Ah non, mais je parle aussi sérieusement. Bien. En tout cas, Marcel Audier, pour conclure, vous travaillez sur quel type de projet, là, actuellement? Écoutez, nous avons actuellement, nous avons 2 projets qui étudient les OBE, c'est-à-dire les Out of Body Experience. Les sorties hors du corps. Les sorties hors du corps. Oui. Et nous avons 2 projets qui étudient ce phénomène. Je ne pense pas que nous ayons des résultats avant 2 ans, 1 ou 2 ans en tout cas.
Donc avec des gens qui vont faire des tentatives de sortie hors du corps, c'est ça? Oui, d'une part, et puis d'autre part, un médecin, un professeur qui étudie ces phénomènes de manière théorique. Oui. Et d'autres pistes d'expérimentation également? Eh bien, écoutez, maintenant, je vais recommencer des expériences genre Hagel. Oui. Avec petit train électrique? Non, pas avec petit train électrique, mais avec un système qui utilise les mêmes principes que le train électrique, mais qui va beaucoup plus vite. Oui. Et on pourra avoir des résultats un peu plus rapidement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bien. On va voir. Vous nous tiendrez au courant, en tout cas, de ces certainement. résultats. Ah bon, avec grand plaisir. On y compte bien. Oui. Marcel Audier, merci en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Vous étiez en direct avec nous depuis la Suisse. Et puis je rappelle surtout le titre de votre livre que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent. Donc c'est Phénomènes insolites avec en sous-titre Les étonnants pouvoirs de l'esprit aux éditions Favre. Et puis avec Pierre Massias, nous restons à l'antenne jusqu'à minuit pour discuter avec vous des différents phénomènes paranormaux que vous avez vécu. Vous savez que notre standard est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 ou nous contacter par le biais du SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction et vous l'envoyez au 71 200. Marcel Audier, merci encore d'avoir répondu présent à cette émission. Mais je vous en prie. Et puis à très bientôt alors. Très bien, d'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et d'abord, un mea culpa lorsque nous avons évoqué avec mon invité Marcel Audier le paradoxe EPR et cité le nom des 3 scientifiques. Je me suis trompé, eh bien ce n'était pas Rossi, c'était Rosen évidemment. D'ailleurs, il y a un SMS, un auditeur qui est calé, qui nous a envoyé ce SMS. Évidemment, vous avez tout à fait raison, c'était Einstein, Podolsky et Rosen. Et enfin, un autre SMS qui nous pose cette question, est-ce qu'il y aura bientôt une émission sur les médiums et l'au-delà? Nous en avons déjà réalisé quelques-unes dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, mais chers auditeurs ou auditrices, ne vous inquiétez pas, on en refera d'autres, bien entendu. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que si vous l'avez raté, celle que nous avons faite, eh bien vous pouvez vous reporter sur le site psiland.org, psiland.org, et vous avez en archive toutes les émissions des aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006, et vous trouverez là sûrement votre bonheur. Vous pourrez télécharger là où les émissions qui vous intéressent et les écouter soit sur votre lecteur MP3 ou encore les écouter directement en ligne sur Internet. Vous le savez, nous l'avons évoqué, 2 scientifiques. Un scientifique a disparu, Olivier Costa de Beauregard. Il y a un autre scientifique également est décédé le 8 février. Il s'agit de Ian Stevenson. Donc j'ai demandé à un grand parapsychologue d'intervenir pour au moins leur rendre hommage. Écoutez. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Mario Varvoglis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant qui est un petit peu particulier, il faut bien le dire. Alors d'abord, je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Métapsychique International. On a reçu énormément de membres de l'IMI donc dans cette émission, Les Aventuriers de l'étrange. Et là, ce soir, c'est vrai que c'est avec plaisir que je vous reçois, mais bon, les nouvelles ne sont pas bonnes, malheureusement, puisque 2 grands scientifiques nous ont quittés récemment. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé d'intervenir, ne serait-ce que pour leur rendre hommage à leur travail, et bien entendu on se réserve le droit dans les aventuriers de l'étrange de leur consacrer un petit peu plus tard des émissions un petit peu plus conséquentes. Alors d'abord commençons par un des 2 grands scientifiques qui nous a quittés, donc Costa de Beauregard. Mario, qui était-il d'abord? Mais Olivier Costa de Beauregard, c'était un physicien, un grand physicien je dirais, qui était en fait, il était au départ étudiant du prince Louis de Broglie, oui, qui était bien sûr un des grands têtes, on peut dire, de la physique quantique d'aujourd'hui. Et bien sûr, la raison qu'on connaît Olivier Costa de Beauregard dans mon domaine, c'est parce que c'était parmi les physiciens qui se sont les plus intéressés à la question les questions qui posent la parapsychologie. Oui.
spécifiquement, il s'intéressait beaucoup à la question de la précognition, la capacité de prévoir un phénomène futur. Ouais. Donc moi, je l'ai connu dès mon arrivée en France. Je suis arrivé en France en 1985 des États-Unis. Et j'étais en fait, je l'ai connu parce que je connaissais bien sûr beaucoup de grands chercheurs aux États-Unis, parmi lesquels Hal Puthoff, qui était un de ceux qui ont travaillé avec l'État américain sur les espions psy. Oui. Peut-être vous connaissez ces histoires autour une recherche qui était subventionnée par l'État américain qui impliquait des médiums, on peut dire, de voyants de l'armée. C'est ce qu'on appelait le programme Stargate, c'est ça? Oui, le programme Stargate. Hal Puthoff, que je connaissais, m'a recommandé de prendre contact avec Olivier Costa de Beauregard dès mon arrivée en France, parce qu'il considérait, premièrement, que c'était un grand physicien, et deuxièmement, que c'était exceptionnellement un physicien qui s'intéressait en même temps sérieusement à la phénomène étudié par la parapsychologie. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être un petit peu critiqué par ses collègues du reste. Évidemment, il était le mot ostracisé, ça serait trop fort parce que il était quand même au CNRS, il avait son poste. Il était brillant, et il était bien connu, bien sûr, mais c'est certain que c'était pas quelque chose qui lui amenait beaucoup un accueil, ces idées par rapport à la parapsychologie, c'était pas quelque chose qui était facile à faire passer dans l'établissement français. Il était en fait plus connu, je pense, et plus respecté pour ses idées à l'étranger qu'en France, suite à ses déclarations par rapport à la parapsychologie. Évidemment, malheureusement, dirions-nous. Et donc, ce grand physicien nous a quittés il y a très peu de temps. Il y a un autre grand bonhomme de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux qui nous a quittés également très récemment. Il s'agit de Ian Stevenson. Lui, c'est dans un domaine tout à fait, en même temps, différent et particulier. Donc, Ian Stevenson, il était professeur à l'université de Virginie, il était psychiatre, médecin psychiatre, et il était en fait un des doyens. C'est lui qui était aussi à la tête de la division de psychiatrie de l'université de Virginie, donc c'était pas un petit poids. C'est vrai. C'est quelqu'un qui s'est consacré depuis longtemps à une partie de la parapsychologie qui est minoritaire aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'après-vie, ou de la survie, comme on dit. Donc, il était parmi ceux qu'on appelle dédiés à la question de est-ce qu'il y a un aspect de l'être humain qui peut ou qui va continuer à exister suite à la mort, Donc, Ian Stevenson a fait différents types d'études, mais celle pour lesquelles il est plus connu, bien sûr, c'est sur la réincarnation. Et spécifiquement, contrairement à presque tout ce qui était fait dans ce domaine, il a pris une approche avec un maximum de rigueur et de discipline possible, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut étudier dans un laboratoire. C'est que on peut dire anthropologique ou ethnologique comme étude, mais malgré tout, il a tenté d'introduire autant que possible une rigueur là, et donc il a fait énormément d'études des cas d'enfants, souvent d'enfants qui moins de 6 ans, qui ont des souvenirs de vies antérieures. Et ces enfants ont été étudiés dans plusieurs pays, incluant bien sûr l'Inde, mais dans d'autres pays aussi. Et progressivement, ces recherches sont de plus en plus sophistiquées dans ce domaine. Il a développé un nombre important de critères qu'il faut qu'un cas réponde à ces critères pour les prendre au sérieux, on peut dire. Ça a été un précurseur dans ce domaine-là, quand même, hein? Oui, c'est un précurseur et il a resté peut-être, je dirais, 2 ou 3 personnes dans le monde qui ont le même niveau, je dirais, d'expérience et d'expertise
dans ces domaines, parmi lesquels Erlander Haraldson, qui va d'ailleurs venir bientôt à l'Institut métapsychique. Il va venir mi-avril pour présenter ses recherches sur l'incarnation et bien sûr aussi les recherches d'Ian Stevenson. Est-ce que lors de cette venue, une partie du grand public pourra assister à une conférence, par exemple? Oui, évidemment. C'est une conférence qui est ouverte au public et qui donc est très très intéressante et inhabituelle, comme je disais, parce que on traite très rarement la question de l'après-vie. L'Institut est beaucoup plus tourné vers les psys, le phénomène parapsychologique du vivant. Oui. Mais exceptionnellement, il y a certaines, comme je disais, grandes exceptions, c'est-à-dire il y a des personnes, il y a des chercheurs qui ont poursuivi cette recherche correctement et que, quelle que soit notre conclusion par rapport à la recherche, si ça peut être utilisé pour prouver l'après-vie ou non, indépendamment de ça, il faut reconnaître les rigueurs et que les résultats sont pas faciles à expliquer autrement. Oui. Donc ça sera mi-avril. Donc ça c'est spécifiquement le 16 avril et donc il faut simplement regarder sur le site de l'Institut métapsychique pour avoir les informations spécifiques au niveau de l'adresse, ainsi de suite. Mais ça va être à Paris. Bien. Merci beaucoup en tout cas Mario Varvoglis de nous avoir accordé ces quelques instants pour au moins rendre hommage à ces deux scientifiques qui nous ont quittés. Donc le physicien Olivier Costa de Beauregard qui nous a quittés le 5 février. Et puis le 8 février, c'était Ian Stevenson qui nous a quittés également. Avec Pierre Massias, tout à l'heure, nous donnerons des références de livres de ces deux grands chercheurs. Si ceux et celles qui nous écoutent ont envie d'aller un petit peu plus loin, de découvrir leurs travaux. Et puis évidemment, on donnera le site internet de l'IMI pour ceux qui sont à Paris mi-avril, qui puissent venir écouter cette conférence tout à fait passionnante. Merci beaucoup Mario Varvoglis. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Bonne soirée. Pierre, donc, avant de donner les références des livres que l'on va proposer à ceux et celles qui nous écoutent, recevons Renaud Évrard qui vient nous rejoindre, comme à chaque fois que nous avons des témoignages sur lesquels nous allons nous pencher. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Renaud, je rappelle que vous faites partie du groupe d'étudiants de l'Institut métapsychique international. Donc, c'est votre boss, là, que vous avez entendu parler. Oui, on peut dire ça. Mario Varvoglis, donc, qui, je le rappelle, est le président de l'Institut métapsychique international et, je le dis aussi en passant, qui est docteur en psychologie expérimentale, c'est ça. Renaud Évrard, dans quelques minutes, nous allons accueillir des témoignages. Donc, si vous qui nous écoutez pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, profiter de la présence de Renaud et de Pierre à mes côtés, tous les deux spécialistes, pour vous aider à y voir plus clair dans ce que vous avez vécu, vous apporter quelques éléments de réponse, des pistes de réflexion. Morad est au standard, vous le savez, à votre disposition. Vous pouvez appeler le 0826 300 300, 0826 300 300 et intervenir ainsi à l'antenne. Je rappelle, parce que on a reçu quelques SMS et même quelques mails sur Internet le stipulant, que le 0826 300 300 n'est pas un numéro surtaxé, pas du tout. Donc vous pouvez nous appeler et ensuite de toute façon Morad vous rappelle et c'est nous qui payons la facture pour pouvoir vous permettre d'intervenir autant de temps que vous le voulez sur notre antenne. C'est bien normal. Les SMS sont également à votre disposition. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez une question, un commentaire, une réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Avant de recevoir notre premier témoignage, Pierre, quelques livres, références donc pour pouvoir peut-être découvrir les travaux alors de Costa de Beauregard ou de Ian Stevenson. Commençons par Ian Stevenson d'ailleurs. Ah, tu me prends. Ah oui, Costa de Beauregard. Alors si tu veux, comme tu veux, c'est toi qui choisis. En fait, je voulais revenir un petit peu pour rebondir sur le SMS qu'on a reçu, qui nous dit que c'est Rosen. Oui. Effectivement, le paradoxe UPR, c'est Einstein, Podolsky, Rosen. Et à cette occasion-là, on peut peut-être conseiller la lecture d'un livre si ce monsieur est plutôt orienté physique. Ouais. Il s'agit de Conversation avec le Sphinx de Étienne Klein. Aux éditions Albin Michel. Attention, pas trop compliqué parce que là c'est... Non, justement, ce livre, Étienne Klein, c'est un physicien et un philosophe. Ouais. Et dans ce livre, il expose pas mal de paradoxes en physique et de manière tout à fait abordable.
Bon. Où on pourra trouver, entre autres, le cas de Langevin, qui est connu par tout étudiant de physique qui se respecte. D'accord. Même moi, je peux le lire et le comprendre. Ah, tu pourras très bien comprendre le paradoxe de Langevin. Bon, si moi je comprends, alors c'est bon. Le paradoxe de Langevin, c'est quoi en 2 mots ou c'est trop compliqué à expliquer? En 2 mots, c'est on prend 2 jumeaux. Ouais. Il y en a un qui reste sur Terre, l'autre qui part dans une fusée qui circule, qui va à la vitesse très proche de la lumière. Ouais. Il voyage pendant 7 ans. Arrivé au bout de ces 7 ans, il fait demi-tour, il revient sur Terre et quand il arrive. Quand il arrive, lui, à 22 ans, son frère resté sur Terre en a 34. Et là, cet exemple montre la relativité du temps. Ouais. Quand on s'approche, qui est de plus en plus visible, quand on s'approche de la vitesse de la lumière. Mais le véritable paradoxe, c'est que si, en même temps que le voyage, chacun des frères est en mesure de regarder la montre de l'autre, cette montre retarde par rapport à lui. La montre de l'autre retarde. Pourtant, à l'arrivée, il y en a un qui a 22 ans. Et l'autre 34. Et l'autre 34. Et là, ça constitue le véritable paradoxe. Ouais. Mais en fait, ça se finit très bien parce qu'on explique tout ça. Enfin, l'auteur explique que l'explication dépend des référentiels. On tombe dans le paradoxe si on reste dans le même référentiel. Et on explique le paradoxe si d'un côté on utilise la relativité restreinte et si de l'autre on utilise la relativité générale. D'accord. Je sais pas si j'ai pas encore tout suivi, mais en le lisant à tête reposée, peut-être que ça ira mieux. Voilà. Et puis ce qui est amusant, c'est de voir un petit peu cet effet du temps, de relatif, et qui en fait a été mesuré d'ailleurs par en mettant des horloges atomiques dans un avion. On a pu mesurer des pouillèmes de différence entre le temps qui s'écoulait dans l'avion et le temps qui s'écoulait sur Terre. Ah d'accord. Très bien. Autre livre à recommander. Voilà, maintenant, du paradoxe EPR, je vais conseiller. Alors, je vais plutôt parler des bouquins de Costa de Beauregard qui seront pas forcément évidents à trouver, mais si on les trouve, ça vaut le coup. En tout cas pour sur Internet, on peut essayer de les retrouver sur eBay, etc. Enfin bon. Voilà, il y a toujours des moyens. On trouve des choses étonnantes quelquefois par ces moyens-là. Alors, il y en a un qui s'appelle Le Temps déployé, aux éditions Le Rocher, qui est paru, je ne sais plus si c'est en 88 ou en 80. Celui-là, Le Temps déployé, est très intéressant, mais je dirais pour quelqu'un qui a une certaine compréhension de base de la physique. D'accord. Donc, moi, je vais éviter. Je te conseillerais franchement d'éviter. Bon, très bien. Suivant. Quand on arrive au bout de 3 pages, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai compris? On s'aperçoit qu'on n'a pas compris grand-chose. D'accord. Donc là, il faut faire attention si on achète ce bouquin-là quand même. Et puis un bouquin beaucoup plus général, beaucoup plus abordable, La physique moderne et les pouvoirs de l'esprit, toujours donc d'Olivier de Costa de Beauregard, aux éditions Le Hameau. Et là, on découvre par une discussion entre Costa de Beauregard et Michel Cazenave, des idées que développe Costa de Beauregard. Ok. Ça en est fini pour les livres ou encore un petit dernier? Non, on va dire, on va s'arrêter là. En tout cas, du côté de Beauregard. D'accord. Du côté de Stevenson, donc on peut rappeler au moins 3 bouquins qui ont été édités en français. C'est pour le premier 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation aux éditions Sand. Et le suivant, Les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure. Le titre exact, c'est Les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, de la réincarnation. D'accord. Bon, ces 2 bouquins ne sont pas forcément évidents à trouver. Il faudra utiliser les mêmes circuits que ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, il y a La réincarnation et biologie, qui lui est toujours édité. D'accord. Donc, ce sont des livres dont les références, vous allez pouvoir les retrouver sur psiland.org, évidemment. Et là, vous pourrez tranquillement les noter. Donc, psiland.org, psiland.org, où vous trouverez également tout ce qui concerne, bien sûr, les archives des émissions des Aventuriers de l'étrange que vous pourrez télécharger ou écouter en ligne. Renaud, Pierre, je vous propose d'accueillir maintenant Annie pour écouter ce premier témoignage. Je profite pour dire que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 0826 300 2 fois. Morad est à votre disposition. Annie, bonsoir. Bonsoir. Ma chère Annie, vous nous appelez de quelle région? Là, je suis tout près de chez vous. Je suis au Minimes. Ah, très bien. À Toulouse, donc.
Je voulais vous parler de la maison, la fermette de mon père aîné. Oui. Alors... J'ai pas mal j'ai assez de mal pour la conserver. Oui. C'est une fermette qui a au moins 200 ans. D'accord. Les parents de mon père étaient cultivateurs. Mon grand-père est mort à la guerre de 14 et ma grand-mère est morte de chagrin. Et mon père s'est trouvé orphelin et on l'a mis à Mirepoix, il a fait des études. Il a toujours conservé cette maison où il est né. Et ma mère disait on va la restaurer parce qu'elle était en mauvais état et tout le monde se moquait d'elle. Enfin, mon compagnon finalement s'est trouvé sans travail et il a dit je vais travailler, je vais la restaurer. Pendant 40 ans, il a fait ce qu'il a pu. Et mes parents, bien heureux, ont passé leur retraite. Ils sont allés l'été parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et dernièrement, elle a la fin de la vie de mes parents a été triste. Ils ont eu à faire une tutelle vraiment désagréable. Et alors un jour, on a voulu aller dans cette fermette, continuer les travaux, et mon compagnon. Et on a trouvé la fermette fermée par ces étranges tuteurs qui voulaient l'accaparer, quoi. Ils voulaient tout prendre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait avec mon compagnon? Eh ben, on a replié les bagages, on est reparti. Et quelques années après, au décès de mes parents, le frère de mon compagnon est venu et il m'a dit, nous allons aller voir cette fermette. Alors, il y avait du moisi sur les murs, c'était infect. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle ferait ta mère? Eh ben, elle prendrait un balai avec de l'eau, elle nettoierait les murs, elle enlèverait tout le noir. Il y avait du noir sur les murs, vous voulez dire? Oui, du moisi, puis alors il y avait des roses à l'extérieur, on voyait plus la fermette, il y avait des roses partout, on pouvait plus rentrer, enfin bon. Le frère de mon compagnon a dit, je vais essayer de couper les roses, alors il a débroussaillé, les gens du village venaient, ils disaient c'est formidable, on revoit la maison, Basile serait heureux de voir sa maison parce qu'il l'aimait beaucoup. Et puis, je suis retournée dans la pièce où j'avais enlevé le moisi avec un balai et de l'eau. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Christ de profil, la sainte face du Christ sur le mur, repoussant par le front le bouc, la chèvre qui représente le mâle, de profil. Oui. Et j'ai montré cette photo à un prêtre. Et il m'a dit, mais vous avez aussi la Sainte Vierge qui est au milieu, entre le Christ et le mâle. La Sainte Vierge a apparu aussi. Alors, très étonnée, et puis, je comprends que c'est pour que je lutte, pour que je garde cette fermette, parce que j'y tiens beaucoup. Voilà. Alors attendez, Annie, on va revenir un petit peu en arrière pour bien préciser certains points. Vous êtes rentré dans le mur sur lequel vous avez vu cette apparition. Hein? Oui. C'est un mur que vous aviez nettoyé? Mais c'est-à-dire que ce sont des murs que mon compagnon avait refait avec du plâtre, du gravier, il avait consolidé. Vous savez, comme ça, elle a au moins 200 ans, cette maison. Oui. Alors, il avait tout refait en plâtre et maman avait mis une jolie tapisserie dessus et elle avait astiqué les poutres, elle était heureuse. Et vraiment, c'était le bonheur. Oui. Non, mais je veux parler, Annie, je veux parler de l'apparition en elle-même, c'est-à-dire... Voilà. Alors moi, alors quand je suis rentrée dans cette maison, évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait du noir sur les murs, du moisi, et c'était infect. Oui. Alors une couche de noir. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle ferait ta mère? Maman prendrait un balai avec de l'eau et enlèverait tout le noir, tant pis pour la tapisserie. Tant pis. Oui. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai bien enlevé le noir. Voilà. Et puis j'ai pu penser, 1 heure après ou 2 heures après, je suis revenue. Et quelle a été ma surprise de voir la tête de la sainte face du Christ, alors la couronne d'épines, le sourcil broussailleux, le nez, la barbe, de profil, apparaître sur le mur, avec, repoussant par le front, la chèvre, vous savez, qui représente le mâle. Donc la chèvre bien dessinée également. Ah oui, de profil. Et on voit même l'œil de la chèvre, hein. On voit bien que les yeux du Christ et la chèvre correspondent. D'accord, oui. Et alors, c'est impressionnant. Mais moi, j'ai dit, c'est pour que tu luttes pour conserver cette fermette. Comme j'ai une succession difficile. Oui. Alors, c'est très dur, bon. Je vous dis pas. Et j'ai dit, c'est pour te donner du courage. D'accord. Alors, je l'ai dit aux personnes du village, venez voir. Et ils sont venus et ils ont constaté.
Et j'ai pris des photos. Ah, voilà. Et vous avez pris cette apparition en photo. Ah oui. J'y suis retournée il y a un mois. Et c'est toujours sur le mur. C'est formidable. Alors attendez, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que cette apparition, c'est comme une tache d'humidité qui serait restée, mais bien dessinée, c'est ça? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que j'avais pas pensé à ça. J'ai l'impression que c'est bien. Oh, c'est vraiment une présence, hein. Oui. J'ai pas l'impression que c'est un dessin. Je veux dire, c'est pas un dessin en couleur. Il y a une silhouette que vous voyez, c'est ça? C'est marron. Oui. C'est marron. Et même le photographe a été surpris. Il m'a dit, vous êtes sûr qu'il n'y avait pas une autre tapisserie dessous? Oh, mais j'ai dit, non, c'est pas possible. On a refait les murs, maman a tapissé. Non, c'est pas possible. Et quand vous montrez cette photo, les gens voient tous la même chose? Ah oui. Ah, c'est ça qui est intéressant, oui. Même la Sainte Vierge, je vous dis, je l'avais pas vue. Entre les deux visages, il y a vraiment l'apparition de la Sainte Vierge. Ça, c'était un prêtre qui me l'a dit. Je l'avais pas remarqué, moi. Oui. Je ne voyais que les deux visages. On peut appeler le visage d'Hachem. Et alors, quand vous avez vu pour la première fois cette apparition, c'était quand? C'était en quelle année? Ça remonte à combien de temps? Oh non, il n'y a pas longtemps. C'était au mois de septembre. Ah oui, c'est très récent alors. Ah oui, c'est récent, oui. C'est là que j'ai beaucoup de difficultés, je vous dis, en plus, pour la conserver, si je peux me permettre, parce qu'il y a des termes. Je dis pas tout. Oui. C'est trop long. Et donc, vous l'avez pris en photo, vous avez plusieurs photos de cette apparition? Ah oui, j'ai fait même agrandir. Il va falloir que vous me l'envoyiez, Annie. Oui, d'accord, je veux bien. Même Ben oui. Je sais où c'est, au 18, hein, je sais. Oui. C'est pas loin d'où j'habitais. Bon. Enfin, dans le quartier minime. D'accord. Alors, Annie, vous restez avec nous. On va faire une pause et ensuite on va en discuter de cette apparition tout à fait étonnante et intéressante avec Pierre Massias et en compagnie de Renaud Évrard. Essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette fermette qui est dans votre famille depuis très longtemps et cette fermette qui est vieille puisque vous nous l'avez dit vous-même qui a plus de 200 ans d'existence. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose d'étonnant, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Morad est au standard pour recevoir vos appels ou encore nous envoyer des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, peut-être pour Annie, pour Pierre ou pour Renaud, et vous envoyez le tout au 71 200. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Et ce témoignage tout à fait étonnant de Annie qui nous appelle de Toulouse, qui a photographié cette apparition donc sur un mur de la fermette qui appartient à sa famille depuis très très longtemps. Annie, vous êtes toujours avec nous, hein? Oui, bien sûr. Bon, alors je vous rappellerai hors antenne demain ou lundi pour que on puisse se voir et que vous me remettiez cette photo parce que j'avoue que votre témoignage m'intrigue beaucoup. Je me tourne là pour commencer vers Renaud Évrard. Renaud, quelles sont vos premières réflexions après avoir écouté Annie? Bonsoir Annie. Alors, ce que je vais vous dire, vous ne devez pas forcément prendre en compte. Hein. C'est vrai que là, vous avez reçu un beau message qui vous motive, qui vous fait avancer. Alors, c'est une très bonne chose. Ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue scientifique ou autre chose, on a déjà vu pas mal de cas comme ça où les gens disent avoir eu des images du Christ dans leur maison. Alors c'est vrai qu'avec de la moisissure, c'est peu courant, pourrait-on dire, mais c'est vrai que la moisissure prend une disposition aléatoire qui peut mener justement avec un phénomène que je vais pas nommer ici, mais où en fait des personnes arrivent à projeter des images sur des choses aléatoires comme ça, des dispositions d'objets. Donc ça peut être des gouttelettes d'eau, ça peut être de la moisissure, ça peut être des paysages dans la forêt. Et donc on voit apparaître des choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a plein de personnes qui revoient les mêmes images que vous, les mêmes profils. Et ce côté-là, ça pourrait être vraiment étudié s'il y aurait aucune induction chez ces personnes-là. C'est-à-dire, vous leur dites, venez, regardez, dites-moi ce que vous voyez, et s'ils voient rien du tout, bon, ben voilà. Au fur et à mesure, on peut voir si c'est vraiment une coïncidence, ou si vraiment un visage s'est dessiné, que tout le monde pourrait reconnaître. Je m'excuse, je vais vous interrompre. Mais quand j'ai nettoyé le mur, il était tout nettoyé, il était blanc.
On voyait le plâtre. Ouais, quand je l'ai nettoyé à fond. Vous savez, il n'y avait plus de moisissure. Quand je l'ai laissé, il était propre. Oui, c'est après que c'est apparu. Quand je suis revenue, mais je ne pensais à rien. Je allais faire un tour, je pensais à rien. Ouais. Et j'étais surprise. Hein. Est-ce qu'il y a pas tellement parce que je lutte beaucoup dans la vie, je lutte énormément dans la vie, et je vais lutter encore pour avoir cette maison. Oui, pour la garder, quoi. Oui, tout à fait. Elle a tellement de souvenirs, Bien sûr, mais dites-moi Annie, est-ce qu'il y a d'autres dessins autour ou il n'y a que ce dessin unique sur le mur? Oh non, je pense que non, c'est tout. Il y a que ce dessin, je veux dire, sur le mur. Oui. Oui. Et est-ce que vous avez eu, par curiosité, je sais pas, comme l'a dit Renaud, montrer la photo à quelqu'un sans lui dire de quoi il s'agissait, en lui disant tiens, regarde et dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que ça vous est arrivé ça, de le faire comme ça? Non, pas tellement, mais les personnes ont vu comme moi quand même. Hein. Oui. Parce que non, on le voit spontanément. Hein. Il y a même un monsieur de 39 ans qui m'a dit oh mais c'est la Sainte Face. C'est lui qui a dit c'est la Sainte Face. Oui, comme ça, spontanément. Oui, spontanément. Oui. Ah oui. Ah oui, donc. Et l'apparition de la Sainte Vierge entre les deux. C'est curieux, vous savez pas. Ah très. Ah pour le moins, oui. Mais là, j'ai les deux photos devant moi. Oui. Et vraiment, je vois bien la Sainte Vierge au milieu. Oui. Sur un socle en blanc de profil. Et est-ce que c'est toujours présent sur le mur actuellement? Et j'y suis allée il y a un mois, oui, c'était encore. Oui. Et toujours bien apparent, je veux dire, ça s'est pas estompé un peu avec le temps, non, hein? Oui, non. Mais là, je peux pas y aller, j'ai des difficultés avec la voiture. Oui. C'est en panne, alors ça m'énerve même parce que je voudrais y retourner. Il faut changer l'alternateur, alors la batterie tient pas. Il y a 50 km, il faut... Oui, tout à fait. Et là, c'est des ennuis mécaniques qui m'empêchent d'y aller. Et même, je vais vous dire une chose, c'est que j'avais perdu mon portable depuis 4 jours. Mais j'étais tranquille, je savais que j'allais le retrouver pour l'émission. Oui. Ça vous a apporté une certaine, comment dirais-je, cette apparition, est-ce que ça vous a apporté une certaine sérénité, finalement? Et ça m'a dit, enfin, je me suis dit, il faut lutter. Voilà. Il faut lutter. Oui. Alors, du coup, je suis allée voir une avocate pour continuer à la lutte. Oui. Ça vous a motivé, quoi. Oui, et puis j'ai rencontré même une personne qui m'aide. D'accord. C'est vraiment extraordinaire. Je me tourne vers Pierre Massias. Pierre, que penses-tu? Quelles sont tes premières réflexions après avoir écouté ce témoignage tout à fait sympathique d'Annie? Oui, très sympathique. Bonsoir Annie. Je reprendrai un petit peu, j'irai dans le sens de Renaud. On peut interpréter des tâches qui apparaissent un petit peu comme on veut. Je dis pas ça dans un sens péjoratif. Oui, mais... comme quand on voit dans les nuages. Voilà. Des fois. Non, mais là c'est vraiment flagrant. Hein. Alors, ça peut prendre. Alors, peut-on imaginer que ça, par hasard, ça prenne une forme vraiment très précise et très, reconnaissable par tout le monde, comme si c'était un dessin. Voilà. Si ça apparaît au moment où j'en ai besoin. En plus. Voilà. En plus. J'irais dans ce sens où ça représente quelque chose. Comme s'il est invisible, mes parents, tout le monde me disait Annie, continue, ne lâche pas. Tu vas gagner. Oui, c'est quelque chose qui représente. Attendez Annie, laissez parler Pierre. Je vous en prie Annie. C'est une représentation, c'est quelque chose qui représente quand même quelque chose pour vous, qui a une forte signification. Moi, ce qui m'a un petit peu perturbé, entre guillemets, je vais dire, c'est quand vous avez montré la photo à une autre personne, le curé, et que lui a rajouté un élément, parce que cet élément, peut-être, lui correspondait plus particulièrement à lui. Et c'est ce qu'on remarque souvent dans ce genre de photos, en reprenant l'exemple des nuages. Il m'est arrivé, moi, d'avoir une photo entre les mains où la personne me disait, dans tel nuage, on voit la tête du Padre Pio. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais j'aime beaucoup le Padre Pio. Et sur la terrasse de mes parents, cette fermette, on recevait beaucoup d'amis et on faisait le chapelet et on voyait Padre Pio. C'est exact, vous voyez. Ah, mais vous avez des relations toutes particulières avec les gens de santé. Oui, une dame qui venait très pieuse et son fils allait à San Damiano tous les mois.
au pèlerinage de San Damiano tous les mois, pour le Padre Pio. Et puis moi-même, j'ai chanté pendant 25 ans pour les messes de Padre Pio. Vous voyez? Alors, c'est très curieux. Ouais. Et Padre Pio nous a miraculés il y a 38 ans dans un accident de voiture. La voiture était en miettes et les gendarmes m'ont dit « Mais où sont les morts ?» Eh bien, on était 4 entiers là-dedans. Ouais. Et avant l'accident, nous avions vu la Dame Blanche. Et vous savez, c'est curieux. Hein. Ah, ça, pour le moins, c'est curieux, ma chère Annie. Il va falloir qu'on en parle sérieusement, parce que non, mais tout s'enchaîne. Oui. Alors, attendez, Annie, juste 30 secondes, pour que Pierre puisse finir son analyse. Pierre. Voilà. Le problème, c'est de, effectivement, constater quelque chose, une anomalie, je dirais, dans cette tâche, en analysant ce que représente la tâche. Dans l'exemple que je citais là du nuage avec la tête du Padre Pio, quand j'ai montré la photo à d'autres personnes m'ont dit ah oui mais dans le nuage d'à côté, moi je vois telle chose et comme ça plusieurs personnes ont vu des éléments telle personne et même éventuellement à l'envers, c'est-à-dire que la personne retournait la photo et tout d'un coup apparaissait pour elle quelque chose. Bon, tout ça c'est assez ambigu. Mais même si on a une image quand même qui représente fortement une image qu'on connaît, le problème de l'associer à un phénomène paranormal est quand même très difficile. On a d'autres cas où des taches et des fuites dans des salles de bain ont donné sur les façades des murs à l'extérieur des images du Christ. On a vendu sur eBay à une époque quelque chose comme un sandwich, je me souviens plus, c'était un truc qui se mangeait, mais sur lequel on reconnaissait l'image de la Vierge. C'est vendu à un prix démentiel sur Donc c'est pas évident d'apprécier, je dirais, ce genre de phénomène. Il faudrait pratiquement analyser la tâche pour essayer de trouver une anomalie objective. Justement, il y a un SMS que vient de nous envoyer Gilles de Bordeaux et qui dit « Bonsoir, ce témoignage est fantastique. A-t-on essayé de gratter ce mur et analyser les fragments pour aller vraiment jusqu'au bout ?» Donc c'est vrai que c'est cette démarche-là qu'il faudrait là pour le coup, Gilles de Bordeaux a raison. C'est ce qu'il faudrait faire. Tout à fait. Renaud, pour conclure sur ce témoignage, c'est vrai que ce phénomène d'interprétation de tâches, c'est très connu dans le monde de la psychologie. Oui, on l'utilise, on pourrait dire, pour les tests du Rorschach. Oui, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Oui. Mais c'est vrai que fréquemment, c'est les visages. Les visages, c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus facile à reconnaître quand vous inversez les images et tout ça. Donc, c'est vrai que ce qui est problématique, là, que je dirais à Annie, c'est que je pense qu'elle était très croyante déjà à la base. Bien sûr. Qu'il y a ces phénomènes qui peuvent même s'enchaîner. Hein. On a déjà vu plusieurs fois des coïncidences. Et j'ai un peu peur, là, de ce que j'ai entendu, que ça donne une exaltation qui frôle le mysticisme. Et le fait que ça devienne aussi un événement collectif, c'est peut-être une bonne chose, mais j'ai un peu peur qu'elle se disperse et qu'elle se perde là-dedans. Donc c'est bien que ça l'encourage, comme j'ai dit au début, ça c'est une très bonne chose. Mais il y a peut-être à apaiser un peu les choses et à se dire que c'est peut-être pas un phénomène surnaturel, une sorte de miracle, c'est un signe pour elle, mais pas à forcément déployer toute une religion à partir de ce phénomène. Oui, tout à fait. En tout cas, Annie, je sais que vous allez nous faire parvenir cette photo parce que ça m'intéresse vraiment de pouvoir la regarder, de la regarder avec Pierre et de la faire parvenir à Renaud Évrard également pour que nous puissions essayer de voir s'il y a effectivement, comme vous le dites, et j'ai tendance à vous croire, la face, donc le profil du Christ, donc qui repousse du front, semble-t-il, une chèvre et puis avec la Vierge Marie au milieu. Entre les deux, et nous parlerons de ce phénomène de Dame Blanche que vous avez vu, et après ce phénomène de Dame Blanche, vous avez eu un accident qui, fort heureusement, s'est bien terminé. Pour conclure, parce qu'il nous reste plus que quelques minutes, Pierre et Renaud Évrard, Pierre, une triste nouvelle, la fermeture d'un grand laboratoire d'études scientifiques des phénomènes paranormaux aux États-Unis. Effectivement, on s'y attendait, c'était annoncé depuis pas mal de temps, mais le New York Times a annoncé ce samedi matin, donc que le PIR, le laboratoire de Yann Edune à l'université de Princeton, qui étudie les interactions homme-machine, devrait donc fermer à la fin de ce mois de février. C'est évidemment une triste nouvelle.
une triste nouvelle. Bon, c'était la fermeture d'un labo qui était très performant. Robert Yann a commenté un petit peu la fermeture dans l'article du New York Times en disant que ils avaient fait beaucoup d'expérimentations, qu'elles donnaient des résultats probants, qu'ils les avaient répétés beaucoup de fois et que eux étaient persuadés de l'existence d'un phénomène, en particulier de psychokinèse, enfin du phénomène psy, et que après tout ce qu'ils avaient fait, en fait, si les gens qui ne voulaient pas y croire maintenant pensaient que le psy est réel, ces gens-là n'y croiront jamais, n'accepteront jamais de preuves quelles qu'elles soient. Ouais. Enfin, en espérant qu'il y ait un autre groupe qui puisse reprendre les travaux de Yann Edun et perpétuer un petit peu l'esprit de ce laboratoire. Tout à fait. Il y a un groupe de personnes quand même qui s'est constitué un petit peu en parallèle du peer et qui vont probablement continuer à travailler. C'est le peer tree. Bien. Renaud Évrard, merci en tout cas de cette courte intervention mais intéressante et je vous transmets évidemment la photo d'Annie dès que je la reçois. Ah, super. Je vous remercie beaucoup et puis bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi et à très bientôt dans les Aventuriers de l'étrange. Merci Renaud. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les Aventuriers de l'étrange. C'est l'heure de se quitter, on se retrouvera demain avec une émission écourtée car vous le savez, Sud Radio va retransmettre le match, une belle affiche, les Girondins de Bordeaux contre l'OM qui reçoivent l'OM. Donc ce sera du foot jusqu'à 22h45, 22h50 environ et juste après nous commencerons avec un sujet passionnant et un livre qui ne l'est pas moins signé Jenan Karetager. Jenan Karetager est la rédactrice en chef du Monde des religions, donc déjà ça va bien, intéressant comme revue, et elle a publié un livre qui s'intitule Vivre la mort, voyage à travers les traditions, c'est-à-dire qu'elle est allée un petit peu regarder, faire un tour du monde à travers toutes les religions, savoir comment chaque religion envisageait la mort et ce qu'elle disait de l'au-delà. C'est vraiment très intéressant, ce sera très enrichissant, donc demain sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange à partir de 22h45, 22h50. Un site internet pour retrouver toutes les émissions et toutes les références de livres que l'on vous donne avec Pierre dans les Aventuriers de l'étrange. Ce site c'est psiland.org, psiland.org. Vous allez pouvoir donc télécharger toutes les émissions depuis avril et retrouver tous les livres dont on parle. Et une dernière chose, si vous êtes à Paris aux alentours du 16 avril pour cette conférence de Erlendur Haraldsson, une conférence, je l'ai bien prononcé Pierre, c'est ça. Bon d'accord. Erlendur Haraldsson, une conférence sur la réincarnation. C'est un petit peu, il est considéré, ce scientifique, comme étant le numéro 2 après Ian Stevenson concernant l'étude de la réincarnation. Il sera à l'Institut Métapsychique International à Paris. Donc le site internet c'est www.metapsychique.org et là vous aurez toutes les infos, bien entendu. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, à Pierre qui m'aide à la construire. Et rendez-vous demain après le foot. Bonne nuit, bonne soirée, à demain.